Alors, ce dont je vais parler ce soir, c'est des personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques et que du coup, la société range un peu dans la case, voilà, fou, puisqu'ils sont en institution psychiatrique. Ok ? Donc déjà, pour mettre tout le monde, pour tranquilliser tout le monde, moi, je pense personnellement que s'il y a des fous dans la société, je ne pense pas qu'ils soient dans les institutions psychiatriques. D'accord ? Donc je vais développer mon propos. Mais je pense en fait que ces personnes-là ne sont pas folles. Par contre, je pense qu'elles croient qu'elles le sont et que peut-être le fait qu'elles croient qu'elles sont folles participe au fait qu'elles aient un comportement qui peut paraître étrange. Ok ? Donc, alors qui je suis pour parler de la folie ? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychologue. Ça fait 10 ans que j'exerce en cabinet de consultation. Mais, en effet, je suis en cabinet libéral. Donc, est-ce que je croise beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées voilà, avec des gros diagnostics qui englobent la folie ? Alors déjà, j'ai fait des stages en psychiatrie pendant mes études. Et en fait, maintenant, avec l'expérience que j'ai et la compréhension des émotions que j'ai, je repense à certaines personnes dont nous parlerons plus tard. Et en fait, je comprends plein de choses que je vais vous expliquer. Je vais aller droit au but. Hein. Alors, je vais essayer. Ok. Bien sûr, en consultation, j'ai vu beaucoup de personnes à qui on avait collé une grosse étiquette de bipolaire, de dépressif, voire de schizophrène. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je me permets d'en parler. Mais clairement, voilà, je ne suis pas du tout une spécialiste en la matière puisque ça fait pas 30 ans que je travaille dans les institutions psychiatriques. Voilà, donc ça, on est clair. Je vais dire ce que je pense. Vous avez le droit, bien sûr, de ne pas être d'accord avec moi. Donc, ce que j'ai compris, et comme, si vous me suivez, je l'explique beaucoup, j'ai compris la logique des émotions. Et clairement, tous les êtres humains fonctionnent de la même manière dans le sens où, c'est pas que tout le monde fonctionne de la même manière, mais ce que je veux dire, c'est que la logique des émotions est la même pour tout le monde. D'accord ? C'est-à-dire que c'est comme si on parlait de pression sanguine. Chacun a une pression sanguine différente, ok ? Sauf que les lois physiques ou chimiques qui régissent la pression sanguine, en fait, c'est les mêmes pour tout le monde. Et bien, la logique des émotions, c'est pareil. D'accord ? C'est-à-dire que c'est la même logique pour tout le monde. C'est juste que chacun a notamment des traumatismes d'enfance différents et du coup, l'adaptation à ces traumatismes va être différente. Donc déjà, les traumatismes sont différents. L'adaptation de chacun à ces traumatismes sont différents. En plus, personne n'a vécu exactement les mêmes puisqu'il y a des combinaisons de traumas qui vont donner des adaptations différentes. Ok ? Donc tout ça pour dire que la mécanique est toujours pareille, elle est logique. Ok ? Donc je vois pas pourquoi, pour les personnes qui sont diagnostiquées comme zinzin, ce serait différent. Ok ? Voilà. Ensuite. Donc, dans la définition du dictionnaire, dans la définition de fou, on trouve personne atteinte de troubles de désordre mentaux. D'accord ? Donc, comme je vous disais, moi, dans mon expérience, je me suis rendu compte que tous les symptômes, en fait, tous les problèmes émotionnels, les phobies, les angoisses, les peurs disproportionnées, les dépressions, les réactions émotionnelles disproportionnées, etc., elles sont logiques parce qu'elles sont liées à des blessures émotionnelles laissées par des événements extérieurs et concrets que la personne a vécu, qu'elle s'en souvienne ou pas. La plupart du temps, dans de nombreux cas, elle ne s'en souvient pas et ça donne à un moment donné ou à un autre de la vie des problèmes que la personne, la plupart du temps, ne comprend pas. D'accord ? Une dépression qui tombe du ciel, des crises d'angoisse, etc.
Donc tout ça, ce sont des résidus de blessures émotionnelles du passé. Ok? Et donc bien sûr, toutes ces manifestations, tous ces problèmes vont disparaître une fois que les blessures émotionnelles qui se cachent derrière sont soignées. Jusqu'ici, c'est logique. Et donc, ceux qui sont désignés par la société comme fous, en fait, c'est juste qu'ils ont des symptômes, des problèmes, des manifestations qui sont plus impressionnantes que les autres, qui sont plus criantes que les autres, mais en fait, c'est exactement la même logique, en fait, d'accord? C'est-à-dire qu'ils vont avoir des hallucinations, ils vont être complètement parano, on va appeler ça la paranoïa, voilà, ils vont monter, descendre avec des phases d'euphorie et des phases complètement dépressives, on va appeler ça la bipolarité, d'accord? Mais en fait, je vois pas pourquoi la logique serait pas exactement la même que pour les autres problèmes dont, clairement, moi je vérifie la logique tous les jours, d'accord? Et que donc, en fait, tous ces symptômes de la folie, en fait, sont, de la même manière que les autres symptômes, issus de traumatismes passés qui ne sont pas soignés. Donc pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite, si vous ne comprenez pas trop ce que je raconte là, je vous invite à aller voir voilà, d'autres de mes vidéos où j'explique vraiment la logique extrêmement précise des symptômes, des crises d'angoisse, etc. Et je montre comment c'est issu de blessures d'enfance, que les gens en aient conscience ou pas. Ok? Parce que en fait, je veux dire, il y a beaucoup de personnes, et notamment beaucoup de thérapeutes, de psychiatres aussi, et certains psychologues, qui ne se posent pas la question de l'origine des symptômes, des crises d'angoisse, de la phobie, qui ne sont pas persuadés en fait que c'est une origine de traumatisme émotionnel. Et donc, bien sûr, il se pose encore moins la question quand c'est des symptômes aussi énormes que des hallucinations, etc. Mais en fait, pour moi, c'est exactement la même chose. Ok? Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que les gens qui ont des réactions émotionnelles disproportionnées, des peurs irrationnelles, des phobies, des crises d'angoisse et tout le bazar, ok, ça veut dire qu'ils ont vécu des trucs dans leur enfance. Des émotions sont restées coincées parce qu'elles n'ont pas pu être digérées tellement c'était violent ou pour d'autres raisons. Et du coup, ça a cet effet dans leur vie. Donc les gens qui ont des plus gros symptômes, qui sont désignés comme fous, en fait de manière extrêmement logique, c'est juste qu'ils ont vécu des traumatismes plus intenses. C'est logique. D'accord? Qu'ils s'en souviennent ou qu'ils aient enfoui les événements. Et vous rajoutez à ça, par exemple, qu'ils ont pu être moins construits, notamment par rapport à leur éducation, comment ils ont été élevés et tout ça, et bien évidemment, ça fait des gens qui ne tiennent pas debout à l'âge adulte, en fait, et qui sont complètement submergés par tout un tas de symptômes, parce qu'ils ont été ultra traumatisés, et parce qu'ils n'ont pas reçu les ressources nécessaires, enfin le comportement qui aurait pu créer des ressources pour qu'ils puissent avoir la force de tenir un peu debout socialement. Ok. Donc, voilà, donc quelqu'un qui a des angoisses, moi j'ai entendu combien de fois ça, des gens qui sont venus me dire ce que d'autres leur avaient dit, donc on leur explique que c'est parce qu'en fait ils sont de nature anxieuse, alors que bien sûr l'angoisse vient de quelque part, et d'événements clairement traumatiques. On explique à quelqu'un de mélancolique sans raison apparente que en fait sa mélancolie s'explique parce qu'il est dépressif, d'accord? Alors qu'en fait c'est l'inverse, hein. C'est que c'est pas je suis mélancolique parce que je suis dépressif, c'est je suis dépressif parce que j'ai une mélancolie au fond de moi qui vient clairement d'un événement de mon passé, que je m'en souvienne ou pas. Quelqu'un qui a, ah voilà, très bien, des phases dépressives et des phases euphoriques. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler la bipolarité. Donc la bipolarité, c'est quoi? C'est des gens qui passent par des grosses phases où ils sont ultra dépressifs, mais fort, et des phases très up,
où ils sont très très euphoriques, et souvent c'est associé à des comportements où il n'y a aucune conscience du danger, aucune conscience de la mise en danger, et c'est souvent des comportements qui sont en lien avec une grosse adrénaline. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que la recherche d'adrénaline est due bien sûr à un énorme stress dans le passé, et que du coup le cerveau va rechercher ces doses d'adrénaline, notamment par des situations de mise en danger. Donc je veux dire, moi, des personnes bipolaires, j'en ai croisé plein dans mon cabinet de consultation, mais c'est bizarre parce que quand on soigne les blessures d'enfance, bah tout se calme et tout se régule, et on en arrive à ce que ce soit plus du tout des gens bipolaires, d'accord? Bon, je vais un peu vite là parce que je ne peux pas réexpliquer la dissociation, réexpliquer la recherche d'adrénaline dans cette vidéo. Ok? Donc voilà, en fait, étant donné que de toute façon, la plupart des gens, enfin beaucoup, trop à mon avis, des gens du monde psy ne se posent pas la question de l'origine traumatique des symptômes, c'est-à-dire que ils ne se disent pas, mais attends, cette personne, elle est dans cet état-là et elle a ces problèmes-là parce que dans son passé, il y a des blessures émotionnelles qui ne sont pas soignées. Et bien du coup, bah, pourquoi on se poserait la question pour les gens qui sont encore plus cassés, en fait. D'accord? Et pour moi, les gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, c'est juste des gens qui ont été complètement cassés par la vie. Donc je veux dire, posons-nous la question, mais qu'est-ce qui les a cassés, en fait? Enfin, je veux dire, c'est logique. Bah non. Oh bah non, 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 non. Oh non, 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 en fait, vous, là, vous êtes dans cet état-là parce que vous avez tel diagnostic, voilà. C'est pour ça. Eh oui. Enfin, bref, pour moi, ça... Alors... Enfin, on peut pas dire, en gros, ta maladie est la raison de ton mal-être. En fait, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est comme si on disait... je sais pas moi. On disait à un enfant qui est triste, on lui donne un diagnostic, on lui dit, bah voilà, c'est pour ça que tu es triste. C'est la même chose, en fait, à une échelle différente. Ok ? Donc, allez-y, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. J'y répondrai, je sais pas quand. Pendant le live. Ok ? Donc voilà, donc en fait, étant donné qu'il y a un manque de compréhension que le mal-être de plein de gens dans notre société vient de blessures passées non soignées, et bien du coup, on ne se pose pas la question et on met des diagnostics sur les gens. Ah oui, vous êtes une personnalité anxieuse. Ah oui, vous êtes une personnalité angoissée. Donc ça, c'est pour les trucs où a priori tu vas pas finir dans un HP parce que tu arrives quand même à vivre socialement. Et puis pour les gens qui sont plus cassés, bon bah toi t'es bipolaire, toi t'es schizophrène et voilà. D'accord? Alors qu'en fait, leur problème clairement, il a une logique. Si on découvre tous les traumatismes donc les événements ou les fonctionnements familiaux qui les ont amenés à être cassés, eh bien je peux vous dire que, en fait, on va se dire, mais en fait, ils sont complètement logiques, ces gens-là, parce que ils réagissent d'une manière normale à ce qu'on leur a fait ou à ce qu'ils ont vécu d'anormal. Donc, le problème, c'est que quand quelqu'un qui ne comprend pas son comportement qui lui gâche la vie, que ce soit un problème que l'on range dans les symptômes psychiatriques ou alors que ce soit un problème plus bénin, enfin moins psychiatrique, vous voyez ce que je veux dire, ok? Je sais plus ce que je disais, pardon. Donc quand quelqu'un ne comprend pas son comportement, qui lui gâche la vie, il a tendance à s'en vouloir, il se dit que c'est lui le problème, et donc si vous voulez, c'est des gens qui sont dans une grande souffrance, ça fait des gens qui sont dans une grande souffrance avec des gros soucis émotionnels, mais vu qu'ils ne comprennent pas
le pourquoi de cette souffrance, eh bien ils cherchent une explication, ils vont voir plein de monde, etc. Et vu qu'ils n'en trouvent pas parce que soit ils ne font pas le lien entre ce qu'ils vivent, entre leurs problèmes et ce qu'ils ont vécu de douloureux, ils font pas le lien, donc ils comprennent pas que ça, c'est parce qu'il s'est passé ça et que ça, c'est pas soigné. Ou alors, c'est parce qu'ils ont occulté, oublié ce qu'ils ont vécu, donc forcément, ils ne peuvent pas relier leur souffrance à ce qu'ils ont vécu, vu qu'ils ont oublié ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est terrible, en fait, parce qu'ils sont extrêmement mal, ils voient plein de gens dans la société qui vont bien ou qui font semblant d'aller bien, et donc ils se disent, mais attends, j'ai un problème, en fait, pourquoi moi, j'arrive pas à être heureux? Et donc, ils s'en veulent, et donc, ils se détestent parce qu'ils pensent que c'est eux le problème. Et là, arrive le diagnostic. Ah, tu souffres parce que tu es dépressif. Voilà. Et là, en fait, c'est un peu une libération parce que, enfin, je trouve une explication à ma souffrance. Mais en fait, c'est... Enfin, je veux dire, à quelle heure un diagnostic est une... à quelle heure le diagnostic est une cause profonde de la souffrance, en fait. D'accord? Enfin, pour moi, en fait, on ne regarde pas les choses dans le bon sens. Mais en effet, parfois, ça fait du bien d'être 1, 2, 3, d'être diagnostiqué parce que, enfin, je comprends d'où vient mon problème. Alors qu'en fait, bien sûr, c'est une fausse explication. Ok? Et alors que plus on comprend l'origine de nos troubles, plus on comprend comment c'est logique, plus on se comprend, et mieux ça va. D'accord? Et... Non, attendez, je dirai ça après. Et d'ailleurs, moi, je le vois en psychothérapie, c'est quand les gens arrivent et que ça fait 30 ans qu'ils vivent angoissés et qui s'en veulent d'être angoissés et qui se disent, mais mon Dieu, enfin, je veux dire, toute la famille en a marre de leurs angoisses. Et en fait, ils culpabilisent tellement et ils se disent que c'est eux le problème, en fait. Eh bien, en séance de psychothérapie, quand je les amène à comprendre que est-ce que tu penses que tu es né comme ça? Est-ce que tu penses qu'un bébé naît angoissé alors qu'il n'y a rien d'angoissant autour de lui? Vous voyez, des choses logiques comme ça. Eh bien, les gens, petit à petit, prennent conscience que, bien sûr, en fait, il m'est arrivé quelque chose pour que j'ai cette angoisse à l'intérieur de moi, mais quelque chose de concret. Parfois, ils ne s'en souviennent pas, mais voilà, on avance petit à petit en les aidant à prendre conscience que, en fait, là, forcément, je veux dire, mon angoisse n'est pas tombée du ciel, comme n'importe quelle émotion. Et du coup, ça les aide vraiment à déculpabiliser, parce que, enfin, c'est pas moi le problème, en fait, ça veut dire. Ça veut dire que ça fait 30 ans que je me déteste d'avoir cette émotion à l'intérieur de moi qui me pourrit la vie, peu importe quelle émotion d'ailleurs, la colère, la tristesse, la mélancolie ou je ne sais quoi. Et les gens culpabilisent en fait parce que parce qu'ils se disent qu'ils ne devraient pas avoir cette émotion. Et du coup, le fait de comprendre que c'est forcément qu'il y a eu des événements dans ma vie qui ont mis cette émotion à l'intérieur de moi, c'est extrêmement libérateur. Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus. Voilà. Ok. Et donc, si vous voulez, si on extrapole un peu, avant, c'est des gens qui pouvaient se dire, avant, c'est moi le souci, en fait. C'est moi qui ai un problème, vous voyez? C'est moi qui suis tarée, c'est moi qui suis folle. Et donc, il y a plein de gens qui pensent être fous ou avoir un problème. Et alors, il suffit qu'une institution professionnelle vienne poser un diagnostic de « bah oui, t'es fou », voilà, puisque t'as le diagnostic de « gna 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 ». Et bien, en fait, les gens se pensent fous ou pensent qu'ils ont un problème ou une maladie mentale, alors que non, en fait, leurs symptômes ne sont que des résidus de blessures émotionnelles non soignées. Voilà. J'ai envie de vous dire des trucs, ça ne suit pas mon plan, mais je m'en fiche, ça va être le bazar, tant pis. Et donc, vous imaginez
dans les hôpitaux psychiatriques, à quel point il doit y avoir des gens qui se sentent complètement incompris, puisque ils ont forcément vécu des choses qui les ont cassés, des choses à l'extérieur d'eux, hein, pas dans leur tête parce qu'ils se sont imaginés, parce qu'ils avaient rien d'autre à faire. Non. Du coup, ça a mis des énormes souffrances et des dysfonctionnements forcément à l'intérieur d'eux, qui se manifestent à certains moments de leur vie. Ils peuvent être diagnostiqués comme, peu importe quel diagnostic qui t'explique que ça tourne pas rond chez toi. Et du coup, eux, comme ils n'ont pas d'autre option, puisque peu de professionnels de la santé mentale sont en capacité et veulent aller les aider à comprendre l'origine de leur traumatisme, même si heureusement il y en a, et bien du coup, la seule option qu'ils ont, c'est croire que en fait le fond de leur souffrance vient d'une maladie, qui elle par contre, on ne sait pas d'où elle vient, elle est tombée comme ça du ciel, voilà, pas de chance, alors que pas du tout. Et du coup, alors, et puis parfois ils l'ont occulté l'événement à l'origine de leur mal-être, et donc ils sont enfermés. On leur donne des médicaments qui permettent de calmer, ou parfois même pas, ça marche pas, mais parfois oui, de faire taire un peu les émotions douloureuses, qui en fait auraient des messages à dire, notamment sur ce qu'ils ont vécu. Mais donc, voilà, on fait taire tout le monde. Et vous imaginez comment, à l'intérieur du cœur de ces gens-là, ça doit hurler, et comment ça doit se sentir seul. Parce qu'en fait, c'est comme si à l'intérieur d'eux, il y avait un petit garçon et une petite fille qui disaient « Mais ouh les gars, ouh !» En fait, moi, j'envoie plein de messages, en fait, pour dire que on a loupé un bout de mon histoire, là, les gars. Et puis, il y a machin qui m'a fait du mal. Et puis, vous vous rendez compte de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et en fait, personne ne comprend rien, en fait. Vous vous rendez compte, en fait, c'est ça, en fait. Alors, donc, moi j'ai une question. En fait, ce que la société désigne vulgairement comme la folie, ça commence. Ça commence où? Ça commence au niveau des gens, par exemple, qui angoissent toujours. Parce que par exemple, il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher d'imaginer le pire. D'accord? Je veux dire, on pourrait dire que c'est une sorte d'hallucination provoquée, d'accord? Alors, c'est pas une hallucination, bien sûr. Hein. Non, c'est pas une hallucination. C'est pas ça qu'on appelle une hallucination. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, il y a bien un trouble mental, ok? Donc, ils imaginent le pire. Et on va leur dire, oui, mais en fait, c'est parce que tu es de nature anxieuse. Alors que, par exemple, ça va être, la cause profonde, ça va être que, par exemple, ils veulent toujours s'attendre au pire. Ils veulent toujours... ils veulent jamais que le destin puisse les surprendre. Peut-être parce que quand ils étaient petits, je dis n'importe quoi, y a un de leurs parents qui est mort. Et du coup, ça leur a tellement brisé le cœur que ils se disent... Enfin, leur cerveau s'est dit, ok, bah maintenant, en fait, on va toujours s'attendre au pire. Comme ça, au moins, on ne sera pas pris par surprise. Tellement ça leur a fait mal d'être pris par surprise quand ils étaient petits. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, tous les troubles mentaux, en fait, ont une explication émotionnelle, traumatique. Voilà, les gens qui ont des peurs irrationnelles, ils peuvent aussi paraître un peu comme fous auprès de leur entourage. Parce qu'ils ne sont pas connectés à la réalité, puisque peur irrationnelle, donc ça veut bien dire que j'ai peur de quelque chose qui, a priori, ne mérite pas que j'ai peur. Donc ça veut bien dire que ma peur n'est pas connectée avec ce que je vis. Donc je ne suis pas connectée à la réalité. Ça aussi, ça pourrait être une définition de la folie. Alors qu'en fait, alors ça, moi, je peux vous le dire parce que je l'ai vérifié, les peurs irrationnelles viennent de peurs passées non digérées. Que la personne se souvienne des événements qui lui ont fait peur ou pas. Ok ?
C'est pareil, les gens qui, par exemple, ont des pensées irrationnelles, par exemple, qui sont extrêmement jaloux, d'accord, et qui s'imaginent des choses qui n'existent pas par rapport à leur conjoint. Eh bien ça, par exemple, ça peut être que, voilà, ça peut être des personnes qui sont terrorisées par le fait d'être trahies par leur conjoint. Clairement, quelqu'un qui n'a pas été trahi n'a pas peur d'être trahi, qu'il s'en souvienne ou pas, encore une fois. D'accord? Donc on voit comment certains comportements qui peuvent paraître fous quand on ne comprend pas d'où ils viennent, en fait viennent de blessures émotionnelles du passé qui ne sont pas soignées, encore une fois, et bien en fait les symptômes qui sont plus graves et qui font que les gens finissent dans des hôpitaux psychiatriques, je vois pas pourquoi ce serait pas la même logique en fait. C'est pas logique que ce soit pas la même logique. Et d'ailleurs, on peut se dire, quelqu'un qui a une réaction complètement disproportionnée, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui a des comportements très bizarres, qui peuvent paraître fous, notamment parce qu'il est jaloux, on peut se dire, mais il est complètement malade celui-là, mais quand on comprend, je sais pas moi, par exemple, qu'il a été trompé ou qu'il a vécu une énorme trahison quand il était petit, et bien à la lumière de son explication, de cette explication, en fait, on se dit, mais en fait, cette personne, elle n'est pas du tout folle. C'est juste qu'elle réagit en fonction d'une blessure qui n'a pas été soignée. Donc en fait, elle n'est pas folle, elle réagit normalement à quelque chose qui lui a fait extrêmement mal. Vous voyez? Donc est-ce que les gens qui paraissent fous sont fous? Ben, moi, je crois pas. Ça me fait rigoler de jeter les feuilles. Donc, voilà, c'est ce que je viens de dire. Voilà, exactement. Pour moi, ce qu'on désigne comme la folie, en fait, c'est issu du manque de compréhension de l'origine des symptômes, des problèmes. Voilà. Bon, ça, je l'ai déjà dit, j'arrête pas de me répéter là. Voilà. Voilà, mais ça, je viens de le dire. Voilà. Voilà, donc ça, je l'ai déjà dit. Donc, moins on se comprend, plus on se dit qu'on a un problème, moins on a confiance en soi. Donc, moins on se comprend, du coup, plus on se dit qu'on a un problème, plus on peut se dire qu'on est zinzin. En plus, si l'institution psychiatrique vient poser un diagnostic qui nous semble relever de la folie, eh bien, vous voyez comment après, on va se dire, mais attends, en fait, ça veut dire que ça veut dire que j'ai un problème dans la tête, ça veut dire que du coup, je vais encore plus douter de moi. Et en fait, ça peut amener justement à perdre le lien avec soi et à encore plus perdre la confiance en soi. Et perdre pied parce que, attends, je peux plus me faire confiance, donc ça veut dire que je vais douter de tout. Mais attends, parce que si je doute de tout, mais du coup, est-ce que ça c'est vrai? Et en fait, vous voyez comment, en fait, le fait de croire qu'on est fou, ça peut rendre fou. Pour moi, oui, ça. Ça, oui. Voilà. Voilà, donc on perd le lien avec soi-même, on s'abandonne en fait, parce qu'on lâche la compréhension de l'enfant qu'on était. On trouve une autre explication, donc c'est-à-dire que le diagnostic, et on enterre l'origine traumatique de nos symptômes, merci, au revoir. Et bien sûr qu'après 30 ans de médicaments, bien sûr que voilà, ça altère notre corps, et donc on peut paraître un peu fou là du coup, donc c'est-à-dire que tous les gens vont nous regarder comme si on était fou, donc nous on va encore plus croire qu'on est fou, et comme ça. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Ah si, bah j'étais stagiaire en hôpital psychiatrique et je trouvais que certains diagnostics étaient posés trop rapidement à faire classer ordonnance de traitement et c'est parti pour toute une vie. Exactement. Bonjour Caroline. Maria Lucila Alonso-Ron. Bonjour, je vous vois depuis l'Argentine. Un jour, j'aimerais bien étudier dans votre école. Avec plaisir, Maria. Sachant que j'ai vécu en Argentine, pour la petite histoire. Dalila, les personnes communément désignées comme folles sont le plus souvent celles qui perdent le contact avec la réalité. Peut-on faire la thérapie lucide avec ces personnes? Alors ça, c'est une très bonne question. J'y répondrai en fin de live. Olivier, que de généralité sur les psys et sur les soignants. Le problème
n'est pas leur manque de logique. Ils se réfèrent juste à autre chose que ta grille. S'il te plaît, ne compare pas ton approche en te posant comme différente de quelque chose qui est de l'ordre de la... Pardon. De l'ordre de la caricature. Tu contribues à la dévalorisation du métier de psy. Ok. Ton approche est intéressante, mais elle est limitée et discutable pour info. La psycho, ce sont des dizaines de milliers de chercheurs, de praticiens qui échangent et réfléchissent sur ce sujet à temps plein avec des méthodologies différentes et donc chacune d'elles discutée et discutable. Ta théorie mériterait d'être discutée avec d'autres et être éprouvée par les faits plutôt qu'érigée en vérité non discutable. Alors, pour information, je passe mon temps à me remettre en question. Je pense que la limite de beaucoup de personnes qui travaillent en psychologie, c'est qu'ils pensent que la recherche se fait à l'extérieur d'eux. Et donc, il y a trop de personnes, à mon sens, qui travaillent en psychologie et en psychiatrie qui n'ont pas été au fond d'eux-mêmes et en tout cas qui ne sont pas sur le chemin pour aller au fond d'eux. Et bien évidemment, si on est sourd à ce qui... Si on est sourd à certaines parties de notre inconscient, je veux dire, on peut faire toutes les études dans tous les sens du terme et les méthodologies du monde. De toute façon, on ne pourra pas voir une réalité qui, à mon sens, est complètement invisible dans une grande partie du monde de la psychiatrie. Donc oui, c'est vrai que ce soir, en effet, je fais quelques raccourcis parce que je parle et je discute beaucoup de ce que je pense dans beaucoup de mes vidéos. Et du coup, voilà, c'est vrai que je considère que les gens qui me regardent ce soir ont accès aussi à d'autres de mes vidéos. Donc c'est vrai qu'en effet, je me permets de faire quelques raccourcis ce soir. Donc, moi, bien sûr, je ne parle de toute façon, comme d'habitude, pas du tout de ce que j'ai lu dans les bouquins, mais de ce que la clinique m'a montré. Voilà. Ok ? Alors, qui sont dans les hôpitaux psychiatriques ? Alors, encore une fois, je ne vais parler que des personnes, moi, que j'ai croisées. D'accord ? Donc, je me souviens... Donc, il y a des gens qui ont des peurs, notamment. Alors, je me souviens d'un jeune que j'avais croisé, justement, dans un hôpital psychiatrique quand je faisais mes stages, qui m'avait dit, bah, en fait, tu vois, je peux pas sortir parce que j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Donc, à l'époque, évidemment, moi, j'avais rien compris. J'avais pas du tout d'expérience en termes de phobie ou d'émotions disproportionnées ou de peur irrationnelle. Mais maintenant, je veux dire, ce serait maintenant, enfin c'est maintenant en fait, à la lumière de mon expérience, mais je comprends le symptôme de cette personne d'une manière totalement différente en fait. Bien sûr que sa peur que le ciel lui tombe sur la tête vient de quelque part. En fait, si vous voulez, les symptômes et les peurs des gens, comment expliquer ? C'est-à-dire que, je dis souvent, on a peur que de ce qu'on connaît. Donc là, on pourrait me dire, mais attends, il a peur que le ciel lui tombe sur la tête. A priori, le ciel ne lui est jamais tombé sur la tête. On est OK. Quand je dis qu'on a peur uniquement de ce que l'on connaît, c'est notamment, par exemple, on a peur de se ressentir d'une manière dont on s'est déjà senti et qui nous a brisé le cœur. Par exemple, quelqu'un qui dirait « j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête ». Ça pourrait être, par exemple, que il a été élevé par des parents extrêmement bienveillants, par exemple, et
un jour, ses parents, qui jusqu'ici ont été bienveillants, font des actes horribles. Et bien là, on voit bien que la sensation, c'est que le ciel me tombe sur la tête, puisque le monde est en train de se retourner, on pourrait dire comme ça. Voilà. Et ça pourrait aussi développer une phobie que le monde se retourne. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'entends les consultants parler dans le détail de comment ils se sont sentis dans des moments comme ça, justement, par exemple, où quelqu'un qu'ils aimaient profondément, en qui ils avaient profondément confiance, les trahissait en les emmenant dans un réseau pédophile, par exemple, alors que c'est les personnes qui sont censées les protéger, eh bien là, ils vont avoir ce genre de discours le ciel me tombait sur la tête, ou la réalité est en train de se retourner. Vous voyez, des choses comme ça. D'accord? C'est pour ça que je dis ça. Donc, pour moi, clairement, cette peur a une explication dans la réalité de la vie de cette personne. Il avait été diagnostiqué schizophrène. Mais de toute façon, je veux dire, le diagnostic en soi, moi je ne considère pas que ce soit un problème. Pour moi, le problème, c'est que on définisse le diagnostic de schizophrénie, par exemple, comme l'origine profonde du mal-être de la personne. Vous voyez? Autre personne, autre exemple. Donc, il y a qui dans les HP? Bah, aussi des personnes, par exemple, que l'on diagnostique atteints de psychose paranoïaque. Donc on va pas rentrer dans le détail, et puis en plus je suis pas du tout une spécialiste de ça spécifiquement, mais voilà, notamment des gens qui sont qui ont peur qu'on les espionne, qui ont peur tout le temps qu'on les observe, qui pensent que les autres leur veulent du mal, etc. Eh bien, je vais vous donner l'exemple d'une personne qui a été élevée par une mère qui l'observait à son insu, qui écoutait les conversations qu'elle avait avec ses copines, qui écoutait ses conversations téléphoniques, qui fouillait sa chambre quand elle n'était pas là, et qui du coup avait toujours cette sensation d'être observée, d'être fliquée, parce que sa mère ensuite lui ressortait des informations qu'elle n'était pas censée savoir. Et donc, vous voyez comment ça peut générer en effet une paranoïa. Mais en fait, la personne qui qui souffre de ce trouble, en fait, elle est tout à fait normale, puisque c'est tout à fait logique de se méfier et d'avoir la sensation d'être observé et d'être fliqué quand en fait on l'est. Sauf que si la personne qui le fait est assez discrète pour que l'enfant soit comme pris dans une toile d'araignée et n'ait pas le recul pour s'en rendre compte, eh bien sûr qu'il va développer une paranoïa. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une explication en fait. Moi, j'en suis profondément convaincue. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de penser la même chose que moi. Voilà. Alors, je me souviens aussi que j'ai croisé dans les hôpitaux, dans les cliniques psychiatriques, des personnes profondément dépressives. Donc là, clairement, moi j'en ai déjà eu dans mon cabinet de consultation. Il y a une mélancolie, un désespoir, une tristesse absolument abyssale à l'intérieur de leur cœur. Les tristesses ne tombent pas du ciel, elles ont une origine événementielle. Ce sont des événements que les humains vivent, qui mettent des tristesses à l'intérieur de leur cœur en fait. Ça, c'est logique. Et oui, ça c'est vrai que j'avoue,
je suis très tranchante sur ce sujet. Et en effet, je pense, là c'est vrai que j'avoue, je pense détenir une vérité, c'est-à-dire que je pense que les êtres humains ne sont pas fous, ne sont pas tristes comme ça. Oui, ça c'est vrai, j'avoue. Là je pense avoir une vérité, je pense que une tristesse vient toujours de quelque part. Et d'un événement, enfin à la base de la base, il y a toujours un événement traumatique à l'origine de cette tristesse. Et pourquoi je me permets de dire ça? C'est parce que dans toutes mes années de consultation, si on sait chercher, eh bien en fait on la trouve, on la trouve cette raison, on le trouve cet événement. Et si on le soigne, la tristesse et donc la dépression disparaissent. Mais encore faut-il nous-mêmes être allés assez loin, ce qui n'a pas toujours été mon cas, à l'intérieur de soi, pour pouvoir aider les gens à aller assez loin à l'intérieur d'eux. Alors, il y a aussi des personnes qui, moi, me sont venues me voir et qui m'ont expliqué, en effet, avoir fait des séjours en institution psychiatrique, qui, par exemple, se souvenaient d'avoir été violées, qui le racontaient à leur psychiatre et aux soignants en psychiatrie. Et je pense notamment à une dame qui m'a dit, mais en fait, moi, mon psychiatre me coupe la parole à chaque fois que je parle du viol. D'accord ? Il y a aussi, dans certaines structures psychiatriques, pas dans toutes, qui sont encore extrêmement imprégnées de certaines théories de Freud, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, et qui incluent qui inclut dans le traitement, je déteste ce mot-là, mais dans le traitement, dans l'accompagnement des personnes, l'idée que certains patients, comme ils disent, fantasmeraient, voilà, d'avoir été abusés notamment ou violés. Donc là, pour moi, des institutions psychiatriques où ce genre de pratiques ont encore lieu, je trouve que c'est terrible. Voilà. Mais je dis pas que dans toutes les institutions psychiatriques, c'est le cas. Et heureusement. Alors, un jour, c'est Muriel Salmona, je crois, qui en parle, si je dis pas de bêtises, d'un monsieur qui avait été diagnostiqué schizophrène parce qu'il entendait des voix. Et en fait, en travaillant sur lui en thérapie, il s'est avéré que ces voix étaient celles de ses agresseurs, sa mère, son père et son oncle, si je me souviens bien, qu'il l'avait agressé quand il était petit. Et en fait, ces voix étaient des réminiscences, des souvenirs auditifs qui revenaient, mais étant donné que lui, il n'avait aucune conscience de ce qu'il avait vécu, eh bien, il avait l'impression d'entendre des voix, en fait. Voilà. Eh bien, tant mieux, Annabelle, si je ne suis pas la seule à penser ça. J'exposais aujourd'hui mon point de vue sur la question. Il y a aussi l'explication que les souvenirs de traumatisme enfouis, notamment, enfin très violents, puisqu'à partir du moment où ils sont enfouis, ils sont très violents, ils reviennent en fait sous la forme de métaphores. C'est-à-dire que par exemple, un enfant qui est violé par un adulte peut
l'image peut revenir de... L'image peut revenir par des... Notamment, ça peut être une image d'un homme avec une tête de monstre, d'accord? Parce que l'enfant l'a enregistré dans son cerveau de cette manière-là. Et donc là aussi, on pourrait dire, mais attends, ça c'est une invention de l'esprit. Non, d'accord? Il y a une compréhension qui est que les choses reviennent comme elles ont été enregistrées avec l'esprit d'enfant, avec l'esprit d'un enfant. Okay. Alors, une dame aussi qui avait retrouvé, qui était venue me voir et qui avait retrouvé des choses qu'elle avait vécues quand elle était toute petite, notamment des comportements, pour le coup, qui pouvaient paraître fous de la part de sa mère, qui se comportait avec elle. Par exemple, elle était dans la pièce avec sa mère, donc il y avait les amis de sa mère d'un côté, elle de l'autre côté, et elle avait un comportement avec elle extrêmement malveillant et méchant, et dès qu'elle tournait la tête de l'autre côté, elle était extrêmement gentille et avait un masque de gentillesse. D'accord. Et du coup, elle disait... Alors moi, je l'ai cru du coup quand elle m'a raconté tout ça. Son psychiatre lui avait dit qu'il fallait que je fasse attention parce que je ne savais pas où je mettais les pieds. Bah oui, puisque si on part du principe que, en effet, tous les symptômes des personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques sont issus de blessures émotionnelles d'enfance et donc du mal qu'on leur a fait, vous imaginez les conséquences que ça va avoir sur la société et que l'explication de tout ce mal-être, enfin, pour beaucoup, il vaut mieux que l'explication de tout ce mal-être ce soit voilà, ils sont malades mentaux, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. D'accord ? Il vaut mieux penser ça que tous ces enfants ont vécu des choses qui les ont mis dans cet état-là. Et donc cette dame, elle m'avait dit, à l'entrée dans l'hôpital psychiatrique, quand ils m'ont demandé de remplir la fiche pour établir mon diagnostic, j'ai coché toutes les cases parce que je préfère être folle que de regarder en face la réalité de ce qu'on m'a fait. Voilà. Et je me souviens qu'à la fac, ils nous disaient que la folie, c'était un échappatoire à la réalité. Et on est d'accord que si tu t'échappes de la réalité, c'est bien que ta réalité est terrible. Donc voilà. Donc posons-nous la question. C'est quoi la folie? Est-ce que la folie, c'est d'avoir c'est d'avoir des hallucinations, des choses comme ça? Est-ce que c'est d'être malveillant? Est-ce que c'est d'avoir plusieurs faces qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres? Par exemple, d'être très gentil et d'un coup très méchant. Alors moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la sensation d'être fou, ce qui n'est pas la folie en fait, mais la sensation d'être fou, elle est beaucoup liée au doute de soi. Donc notamment issu de la dissociation, pour ceux qui connaissent la dissociation. Donc dans la dissociation, un enfant vit quelque chose d'extrêmement violent. Il est déconnecté de ce qu'il ressent, de ses émotions et de ses sensations, tellement c'est insupportable. Et donc ça lui donne une sensation d'irréalité, que c'est pas réel ce qu'il est en train de vivre puisqu'il ne ressent pas les émotions et les sensations qu'il devrait, enfin, qui serait normal qu'il ressente dans la situation dans laquelle il est. Donc il doute de la réalité de ce qu'il a vécu, de ce qu'il est en train de vivre. Et donc vous voyez comment là, le doute de soi peut naître dans l'esprit de quelqu'un
Et la question, est-ce que je suis fou? Elle peut être juste derrière, en fait, parce que du coup, mais attends, est-ce que ce que j'ai vécu, je l'ai vraiment vécu ou est-ce que j'ai inventé? Est-ce que je suis fou ou pas? C'est ça la question qu'il y a derrière. Donc la dissociation, pour moi, elle est imbriquée d'une certaine manière à la sensation d'être fou, à l'impression d'être fou. En plus, si la personne qui, par exemple, agresse un enfant fait partie de l'entourage de l'enfant, que l'enfant a confiance en cette personne, que l'enfant pense que cette personne est gentille, en plus de douter de la réalité des faits, enfin, par la dissociation, l'enfant va se demander, mais attends, en plus il n'a pas pu me faire ça. C'est mon père, c'est mon oncle, c'est ma grand-mère. Elle est gentille, donc elle n'a pas pu me faire ça. C'est pas logique. Voilà, ça n'a pas de sens, donc j'ai dû inventer. Et donc la victime va se croire folle elle-même et où elle aimerait mieux l'être que qu'il se soit passé ce qu'il s'est passé. D'accord. Ça, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent bah, je préfère me dire que je suis fou plutôt que de regarder en face ce qu'on m'a fait. Donc, quand les enfants, ça arrive fréquemment, oublient ce qu'ils ont vécu quand c'était trop violent. Le problème, c'est que la souffrance, ils la gardent à l'intérieur d'eux. Et du coup, il peut y avoir cette sensation de, bah, en fait, j'ai un problème et qui peut se terminer en je suis fou puisque je souffre et je suis dans cet état-là alors que j'ai aucune raison de l'être. D'accord ? Et comment, regardez, comment ça peut créer le doute de soi, la dissociation et le fait de se dire que ce qui arrive à l'enfant, en fait, il va en douter, il va dire que c'est pas vrai. Ça veut dire que si c'est pas vrai, ce que je crois avoir vécu, bah, ça veut dire que ce que mon corps ressent, c'est pas vrai. Ça veut dire que ce que je vois, c'est pas vrai. Ça veut dire que ce que j'entends, c'est pas vrai. Mais du coup, ça veut dire que je peux pas faire confiance à mes sens, je peux pas faire confiance à mon jugement, je peux pas faire confiance à mon corps. Et donc, vous voyez comment ça peut en effet mener à la folie, puisque c'est la perte totale de toute sécurité, puisque j'ai pas confiance en moi au sens sensoriel du terme, en fait. C'est-à-dire que je peux pas faire confiance à ce que je vois, à ce que j'entends. Et donc, ça veut dire que est-ce que je suis en train de parler devant un ordinateur ou est-ce que je suis en train de me l'imaginer? Est-ce qu'il y a une lampe ici ou pas? Est-ce que tu es vraiment en train de me dire ce que tu es en train de me dire? Et vous voyez comment le doute peut s'insinuer dans le cerveau et ça peut créer en effet une forme ou une sensation de folie. Et alors, en plus, par-dessus, vous mettez un agresseur manipulateur qui va complètement nier la réalité de ce que l'enfant a vécu. Et là, en fait, c'est le pompon. Parce que si l'agresseur, en effet, nie et dit « mais bien sûr que non, je t'ai pas fait ça », sur un ton extrêmement bienveillant, vous voyez que l'enfant peut être encore plus « mais attends, enfin, j'ai rêvé ». En fait, ça n'a pas de sens, en fait. D'accord ? Et d'ailleurs, la bienveillance de l'agresseur, des agresseurs, peut faire perdre pied à la victime, en effet, qui peut se croire complètement folle, puisque, en fait, cette personne, j'ai confiance en elle. Je pense qu'elle est gentille, elle me fait quelque chose d'horrible. Avec la dissociation et avec sa gentillesse, je me dis que c'est pas possible, elle m'a pas fait ce qu'elle m'a fait. Donc, en fait, ça n'a pas de sens, en fait, qu'elle m'ait fait du mal alors qu'elle est super gentille, alors que j'ai confiance en elle, et en plus, après, elle est très bienveillante, elle me dit, mais tu te rends compte comment je t'aime, comment tu peux dire que je t'ai fait ça. Donc, du coup, vu que le comportement de l'agresseur n'a aucun sens, et que le cerveau a besoin de sens, et bien du coup, la seule explication logique, c'est que je suis folle et que j'invente.
D'accord? Donc c'est comme une échappatoire en effet. C'est comme une explication qui serait la plus logique à une situation qui est complètement insensée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées dans des hôpitaux psychiatriques dans ces conditions-là, c'est-à-dire qu'avec des victimes qui commencent à avoir des symptômes, des traces de leur souffrance qui remontent sous la forme de problèmes émotionnels, de symptômes très impressionnants, et du coup la famille, et peut-être parfois l'agresseur est dans la famille, et du coup, vous voyez l'agresseur qui dit mais attends, t'as pas l'air bien, t'es en souffrance, en plus parfois t'as pas l'air solide, t'as besoin de soins, et vous imaginez comment ça peut vriller le cerveau d'une personne. D'accord? Donc le non-sens dans la réalité extérieure peut tout à fait amener un être humain à penser qu'il est fou alors qu'il ne l'est pas. Et que c'est le comportement de l'environnement qui est complètement insensé en fait. Ok. Alors, ça peut être, par exemple, un des parents qui a, comme je vous le disais tout à l'heure, un double visage en fait, et l'un ne va pas avec l'autre. Vous voyez, en fait, le cerveau, il comprend pas, ça n'a pas de sens. Et donc, par exemple, quand quelqu'un qui a l'air extrêmement gentil, qui a un comportement malveillant, en fait, le cerveau de l'enfant se dit, mais attends, j'ai mal vu, Et vous voyez, le doute commence à s'installer. Et ça, c'est le terreau pour la sensation d'être fou. Alors, je me souviens aussi un jour une mère qui était venue avec son fils et son fils était complètement ailleurs. Donc moi je l'ai reçu un peu seule. Et en fait, il était très sensé, son fils. Lui, il considérait pas avoir de problème. Et en fait, après, quand j'ai discuté avec la mère, en fait, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. En fait, son discours avait l'air d'avoir un sens. C'était très bizarre. Mais en fait, il n'en avait pas, en fait. Voilà. Et en fait, à chaque fois que la mère était dans la pièce, en fait, le fils partait. Son cerveau partait, en fait. Et ça m'étonne pas du tout, puisque c'était extrêmement douloureux pour le cerveau d'essayer de comprendre le discours de cette personne. Vous voyez ? Donc là, il n'y avait pas d'intention malveillante, mais du coup, vivre dans un environnement avec une personne dont le discours est tordu, j'ai envie de dire, eh bien forcément que ça laisse des traces dans le cerveau. D'autres fonctionnements familiaux qui peuvent être un terreau aussi à une forme peut-être de ce qu'on pourrait désigner folie. C'est par exemple de toujours répondre à côté. Je vous donne un exemple. Par exemple, un enfant qui dit à sa mère, maman, est-ce que tu aimes papa? Et par exemple, la mère répond beaucoup plus que ce qui serait évident. Oui, on a l'impression que ça répond à la question, mais en fait, on comprend rien. Et bien ça crée comme des petits chocs permanents, enfin, si c'est en permanence, comme des chocs en fait dans le cerveau. Comme ça, des mini chocs en fait. Alors bien sûr que c'est pas grave si une fois ou deux vous dites à un enfant une réponse qui n'a pas de sens. Mais si c'est quotidien, vous voyez comment ça va avoir des effets aussi néfastes sur le cerveau. Alors ce qui, à mon sens aussi, augmente le risque de perdre pied, c'est l'impossibilité de se construire en tant qu'individu. Et notamment dans des familles où les enfants sont complètement sclérosés, étouffés, comme s'ils n'avaient pas pas de dignité, mais pas la sensation ou pas la possibilité d'être une personne à part entière, tellement ils sont étouffés par différents fonctionnements familiaux.
Donc, voilà. Et d'ailleurs, les personnes qui sont désignées comme ayant des troubles mentaux graves, souvent sont très dépendants. Et du coup, voilà, ça pourrait être intéressant ou pas de se poser la question, est-ce qu'ils sont si dépendants parce qu'ils ont les troubles qu'ils ont, ou est-ce que ils ont les troubles qu'ils ont parce qu'on les a rendus aussi dépendants? Je ne sais pas. On pourrait peut-être se poser la question. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Une autre chose qui peut faire penser qu'on est fou, c'est d'avoir des problèmes sans raison apparente, par intermittence. Par exemple, ressentir une tristesse intense, mais pas tout le temps. Oui, tout à fait. Ça, c'est ce dont je parle dans plein d'autres de mes vidéos. Tout à fait. Et ce dont j'ai parlé en début de live. Tout à fait. Dans les moments où on se sent mieux, on a la sensation de s'être emporté pour rien quand on a ressenti de la tristesse. Voilà. Mais bien sûr qu'une tristesse traumatique, donc une tristesse issue d'un événement passé, qui n'est pas digérée, cette tristesse n'est pas forcément à la surface tout le temps. Elle peut être à la surface et repartir au fond parce que pour différentes circonstances de la vie, et après remonter, et après redescendre, etc. Tant qu'elle n'est pas complètement libérée parce qu'elle n'a pas été écoutée, tant qu'elle n'a pas été raccrochée à l'événement qui est à son origine. Voilà. Donc très bien, hein, Annabelle, comme je vous disais tout à l'heure, si je ne suis pas la seule à penser ça, c'est vrai que moi, ce que je vous transmets, c'est vraiment mes opinions, hein, issues de ma clinique. Et c'est vrai que je n'ai pas, je n'ai pas spécialement pour souhait de vous transmettre en effet de ce que j'ai lu dans des livres ou dans des études, mais tant mieux si vous pouvez le faire. Exemple très intéressant. Durant une hospitalisation en psychiatrie, j'ai quotidiennement côtoyé une dame étiquetée schizophrène. Je voyais tous les jours cette dame parler et rire toute seule. Mais elle avait parfois des moments de lucidité. Durant l'un d'entre eux, elle m'a confié qu'elle avait grandi dans une famille incestueuse. Son grand-père, qui violait sa mère, était à la fois son père. Son oncle la violait également régulièrement. Il était à la fois son frère. Non mais vous voyez, enfin, il y a de quoi devenir quand même. Elle continuait à vivre ces atrocités tous les week-ends lors des permissions de sortie. À ce moment-là, j'ai très vite compris pourquoi elle était schizophrène. Le non-sens d'être violée par des personnes censées veiller sur elle lui a fait perdre la raison et l'a fait sombrer dans cet état. Oui, en tout cas, il faudrait voir exactement le lien, mais forcément qu'il y a une logique en tout cas. J'ai compris que ce non-sens l'a complètement déglingué, bah oui. Et peut-être aussi que sombrer dans la folie lui permet d'échapper à une réalité dévastatrice. Vous voyez, c'est intéressant aussi comment c'est elle qui est enfermée en fait. En systémie, quand j'étais en Argentine, j'ai étudié la systémie et il disait chivo émissario, je crois qu'ils appelaient ça. Je ne sais plus la traduction en français, mais en gros, c'est forcément hein, dans un environnement, alors il disait pas malsain, dans un environnement pathologique, un truc comme ça, la personne la plus saine, forcément c'est celle qui va la plus mal. Voilà. Donc voilà, et eh bien merci pour votre attention. C'est vrai que j'ai préparé ce live un peu vite, j'espère qu'il vous a plu parce que j'ai beaucoup de choses à faire en même temps, notamment à faire en ce moment, pardon. Notamment tout le processus pour permettre à ma formation d'être remboursée un jour si le destin nous le permet, et mon travail aussi. Donc voilà, donc peut-être en effet que j'ai fait certains raccourcis. J'en suis désolée si je les ai faits. Voilà, c'est un live que vous m'avez demandé depuis un moment, donc je me suis dit allez, je le fais, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps
que j'aurais aimé avoir pour le préparer, mais bon. Si ça peut, vous aider dans une certaine compréhension, j'en serais ravie. Et puis si c'est pas le cas, eh bien tant pis. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant pour... Je vais peut-être faire une pause. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant s'il y a un live. Du coup, ce sera le 3 décembre, si jamais il y en a un. Je ne sais pas sur quoi ce sera. Je sais que j'avais noté dans mes notes peut-être d'en faire un sur la levée de l'amnésie traumatique. Il y a des gens qui m'avaient demandé ça. Je ne sais pas encore ce que je mettrai dedans. Mais bien sûr, toujours issu de ma pratique. Voilà, si ça vous intéresse. Ok. Je vous tiendrai au courant dans la semaine précédent ce dimanche-là. Ok. Bon. Merci beaucoup pour vos commentaires. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, nous allons couper ici. Il était un peu plus court que les autres. Donc, définitivement, je n'ai plus de micro, hein, puisque vous me dites que, en fait, ça ne change rien que j'ai un micro ou pas. Donc, voilà. Avec plaisir. Et du coup, pour tous les gens... tiens, j'aimerais quand même rajouter quelques... Ah non, attendez, j'ai une question. Mais bien sûr, attendez, non, attendez. Tout à l'heure, on m'a demandé, est-ce que la méthode lucide par rapport à ces personnes-là... Déjà, ce qu'on permet aux gens de faire avec la méthode lucide, notamment d'aller, si c'est leur souhait, d'aider les gens à... chercher, trouver tout ce qui les a blessés, les événements qui les ont blessés, pour soigner les blessures émotionnelles liées à ces événements et que leurs problèmes au présent disparaissent. En fait, ça dépend de quelle personne on parle. Je pense que, en effet, pour quelqu'un qui est profondément dépressif, oui, je pense que la méthode lucide pourrait l'aider. Après, quand... je pense qu'à un certain niveau de gravité de trouble, comment expliquer? En fait, le chemin de la thérapie, d'une thérapie avec la méthode lucide, il est dur. D'accord? Il est dur, clairement, puisque toutes les émotions qui ne sont pas digérées, qui sont très douloureuses, qui parfois étaient un peu sous une cloche, là, en fait, on enlève la cloche et du coup, la personne se les prend plus ou moins dans la figure. Et du coup, bien sûr que quand la personne, quand les émotions sont à la conscience, bien sûr que la personne, elle traverse des moments émotionnels qui peuvent être extrêmement difficiles. C'est pour ça que seule la personne peut choisir de commencer ce chemin ou pas, puisque seule elle sait si elle se sent de le faire ou pas. Et c'est vrai que la personne va quand même avoir besoin d'une certaine force intérieure pour traverser ces moments difficiles. Surtout quand elle le fait avec l'aide d'un thérapeute qui est dans un cabinet de consultation libéral, qui n'est pas disponible 24 heures sur 24. Donc la personne va a priori avoir besoin... pardon, pas avoir besoin, mais... être dans des moments de solitude avec ces émotions traumatiques douloureuses. Je pense que pour une personne qui n'est vraiment pas construite, peut-être que ça ne sera pas possible, en tout cas pas sous cette forme-là d'un thérapeute en libéral. Après, voilà, si un jour il y a des cliniques psychiatriques avec plein de thérapeutes lucides dedans, là on se reposera la question. Voilà, si j'ai répondu. Alors, ma thérapeute m'a dit que les malades, les grands tarés, ne demandaient pas d'aide. Pourquoi? Pas d'aide. Pourquoi? Bah, je ne sais pas ce qu'elle appelait les malades, les grands tarés, mais notamment les personnes, les psychopathes par exemple.
en effet, ne demande pas d'aide. Alors, j'espère que j'ai bien compris votre question, hein, Anna. Votre question, c'est pourquoi votre thérapeute disait ça, ou votre question, c'est pourquoi il ne demande pas d'aide. Voilà. On va partir du principe que votre question, c'est pourquoi les grands tarés, en fait, ce qu'on peut appeler, je ne sais pas, les grands tarés, alors je ne sais pas ce que c'est, mais par exemple les psychopathes, les personnes psychopathes, pourquoi elles ne demandent pas d'aide? Eh bien, notamment parce qu'il y a une catégorie de personnes, en effet, qui est totalement coupée de ses émotions, même coupée de sa souffrance émotionnelle, donc qui n'a pas de... qui n'a pas de... qui n'a pas d'émotion douloureuse qui lui fait mal, en fait, puisque c'est quelqu'un qui est complètement coupé. Et du coup, de plus, comme Muriel Salmona l'explique très bien dans son livre, Le livre noir des violences sexuelles, une des manières de se couper de la souffrance qui a été mise à l'intérieur d'un être humain, donc quelqu'un fait du mal à un autre être humain, ça met beaucoup de souffrance à l'intérieur de son cœur. Une manière de se couper de cette souffrance, c'est de soi-même retraumatiser et refaire du mal à un autre être humain. Je vous invite à aller lire le livre noir des violences sexuelles si ça vous intéresse, ou une autre de mes vidéos où je développe plus ce sujet. Et donc le fait de faire du mal à un autre être humain, ça va me traumatiser puisque l'être humain profond que je suis va être traumatisé par le fait de faire du mal à un autre être humain. Donc ça va me donner un shoot d'adrénaline absolument énorme qui doit être, être considéré comme, alors je sais pas comment il l'appellerait, comme une jouissance, un plaisir pour ces personnes-là. Et du coup, étant donné qu'ils sont complètement coupés d'eux-mêmes, bah, peut-être qu'ils n'ont plus accès, pour certains d'entre eux en tout cas, à leur souffrance. Et du coup, quel serait l'intérêt d'aller voir quelqu'un et demander de l'aide si, quand on est mort à l'intérieur, en fait, puisqu'il y a certaines personnes qui ne ressentent absolument plus rien, qui se sentent mortes à l'intérieur, mais totalement. Et du coup, bah, voilà. Leur vie, peut-être, hein, je ne peux qu'imaginer, leur vie n'est faite que de grands déserts où ils ne ressentent rien, et parfois, hop, quand ils font du mal à quelqu'un d'autre, ça fait une île d'adrénaline, de plaisir, je sais pas. Oui, des personnes vraiment malsaines. Un père incestueux, par exemple, oui. Alors après, un père incestueux, alors je sais pas à quel point il est coupé de lui, mais ça peut être aussi tout simple. Alors, les personnes qu'on appelle aujourd'hui les pédocriminels, en tout cas les personnes qui font subir l'inceste à des enfants, eh bien ça peut être... c'est une piste, hein, mais c'est clairement pas la seule. Mais c'est vrai qu'il y a, en France en tout cas, encore peu de thérapeutes qui sont formés pour accueillir ces personnes-là. Et peut-être aussi qu'il est compliqué pour des thérapeutes, des psys, d'ailleurs en libéral, de recueillir ces personnes-là avec ce que peut-être ça vient toucher à l'intérieur d'elles. Et donc peut-être que les personnes qui font subir l'inceste peut-être ont peur. Je sais pas, peut-être que certaines voudraient de l'aide, je ne sais pas. Et peut-être elles ont peur du jugement des thérapeutes, je sais pas. Peut-être qu'elles ne veulent pas d'aide, elles ne veulent pas demander d'aide puisque ça impliquerait d'aller se dénoncer et donc de payer sa dette. Voilà, peut-être qu'il y a un mélange de tout ça et encore d'autres choses que je n'ai pas mentionnées et peut-être dont je n'ai pas conscience. J'espère que j'ai répondu à la question.
Dalila, je sais pas pourquoi à chaque fois vos commentaires ils disparaissent ou c'est très bizarre. Je sais pas pourquoi. Ils s'affichent pas. Donc je le réaffiche à chaque fois, mais je sais pas pourquoi. Donc, je fais quasiment tout par moi-même avec la pratique du chamanisme intégratif et avec une approche de la psychologie évolutionnaire de BDM qui permet aussi de développer pleine conscience. La pleine conscience. Ok, ce qu'il a, Sandra. Eh bien, très bien. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous-même ou pour les autres. Mais de toute façon, faisons ce qui nous fait du bien. Les personnes... Voilà, donc c'est bon Dalila, j'ai répondu à votre question. Les personnes communément désignées comme folles sont le plus souvent celles qui perdent le contact avec la réalité. Peut-on faire la thérapie lucide avec ces personnes? Donc j'ai répondu tout à l'heure. Voilà, je pense que pour certaines d'entre elles, oui. Et d'autres, il faudra des aménagements autres qu'un cabinet en libéral avec un rendez-vous par semaine. Je pense que ce ne sera pas suffisant pour les aider à vivre avec tout ce qui va remonter. Surtout si on n'est pas construit, en fait. Si on n'est pas solide. Un minimum. Oui. Voilà. C'est aussi pour les autres et je suis vraiment contente d'avoir pu suivre ce live. Merci, j'apprécie l'approche pluridisciplinaire. Bah oui, hein. Faisons ce qui nous fait du bien. Moi, j'ai envie de dire, la seule chose qui me dérange parce que je vois à quel point ça peut faire du mal aux gens, à certaines personnes en tout cas, c'est les thérapies où une personne voilà, où on empêche la personne, on lui dit ah non, faut surtout pas aller voir dans votre passé, faut surtout pas aller déterrer des choses. Voilà, moi ça me désole parce que c'est souvent les thérapeutes à qui ça fait peur et moi j'ai vu un nombre innombrable de fois des personnes qui avaient fait des thérapies où soit on ne les aide pas à aller à comprendre en fait qu'il y a une logique à leur souffrance et donc voilà, c'est des personnes qui culpabilisent beaucoup parce qu'elles pensent que leur souffrance est liée à une absence de volonté d'être heureux, de ne pas s'autoriser à être heureux, etc. Donc, voilà. Mais pour moi, n'importe quelle méthode qui permettrait d'aller voir au fond, quand la personne est prête et quand elle le souhaite, je pense que c'est la seule manière d'être totalement libérée. Parce que sinon, si on essaie de changer sans nettoyer le fond, en fait, des choses du fond seront toujours en train de remonter à un moment ou à un autre. Voilà, c'est comme, pour moi, on ne peint pas un mur si on n'a pas bien nettoyé le mur, si on n'a pas bien enlevé la tapisserie cassée, etc. Ok, merci beaucoup pour votre attention et je vais vous laisser là, parce qu'il n'y a pas d'autres questions.